Le jour de son mariage, elle a entendu une phrase qui a brisé le monde qu'elle croyait connaître. La salle était pleine comme un chœur de village, drapée de wax et de lampions, les voix tissées comme des colliers de perles. Il y avait le parfum familier du savon d'Adja, celui des tissus fraîchement lavés, et puis, plus loin, le fumet du marché, coriandre, piment, un filet d'huile chauffée. Mariam avançait en silence, les mains un peu froides sous la dentelle, la jupe qui frôlait le sol ocre de la maison. Les regards se posaient sur elle comme sur une île lumineuse. Elle souriait parce qu'on lui demandait de sourire, mais ses pensées glissaient ailleurs, comme on glisse une main dans une eau trop profonde. Elle était entrée dans la petite pièce pour ajuster son voile. La couturière avait insisté sur un dernier pli, la mère sur une épingle qui tiendrait jusqu'au soir. La porte, à peine fermée derrière elle, restait entr'ouverte sur le couloir. C'est à travers cette fente qu'elle entendit leur voix. Des syllabes banales d'abord, puis des tournures qui firent de froid dans son ventre. La voix de Malik, douce et calculée, portait un ton que Mariam ne lui connaissait pas encore dans l'intimité d'un mensonge. On prend le dossier, Kofi signe, le terrain de Théma passe chez nous. Elle ne se doute de rien. « Tu es sûr ?» fit un autre, plus bas, comme si l'évidence devait être chuchotée pour ne pas alerter les murs. « Elle est belle, mais on n'épouse pas la beauté, on s'assure l'actif. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Tout se figea. Les fleurs, les rires, la musique qui montait au loin, tout glissa, se retira comme si un rideau avait été tiré. Mariam resta immobile, la main sur le voile, l'autre appuyée contre le battant. Elle entendit un rire bref, presque méprisant. La pièce, avec sa petite fenêtre entr'ouverte sur l'air chaud, se transforma en une boîte où résonnait la trahison. Elle aurait pu basculer la porte et hurler. Elle aurait pu fouler la salle, lever la voix, transformer la fête en tribunal. Mais une image lui revint, nette et ancienne. Adja, la mère, qui depuis toujours riait d'un rire sans hâte et tenait sa dignité comme on tient un trésor. La même femme qui, quelques jours avant, en arrangeant le col du chemisier, avait murmuré dans la pénombre. « Un homme qui brille trop cache souvent quelque chose, ma fille. Garde tes yeux ouverts et ton cœur clair. » Cette phrase, répétée comme un mantra, l'arrêta davantage que la peur. Elle recula silencieusement, referma la porte sans bruit, et tout contre le bois froid, laissa couler une larme qui n'était ni un cri ni une plainte, seulement la reconnaissance douloureuse d'un monde qui se défaisait. Si cette histoire vous touche, dites-nous d'où vous regardez. La ville, le village, la rive. Parfois, savoir d'où nous écoutons rend la peine un peu moins solitaire. Il la vit revenir plus tard, le sourire correctement posé, la voix mesurée. Elle prit les bénédictions, accepta les présents, se prêta au rituel comme à une profession. Les invités la portèrent sur les bras de leur croyance. Personne ne soupçonna le glaive caché sous sa robe. Elle servit le thé, partagea les rires, se laissa coiffer encore une fois, et dans cette mise en scène maîtrisée, elle sut qu'elle avait choisi une route difficile. Préserver la paix immédiate pour protéger un trésor plus ancien, l'honneur des siens, la sécurité de la famille. Les regards qui l'entouraient voyaient la mariée, pas la femme qui s'éloignait à pas compter pour écouter, le soir venu, le silence dans sa chambre, et mettre en ordre le tumulte. Retour en arrière. Il fallait comprendre comment elle en était arrivée là. La maison d'ocre où grandit Mariam tenait comme une note claire au milieu du quartier. Un porche bas, des rideaux en tissu aux couleurs vives battant au vent. Son père, Ibrahima, revenait chaque soir du marché avec sa caisse de légumes, des tomates qui semblaient bronzer encore de la chaleur du soleil, et des histoires sur les marchands de Makola qui avaient essayé de marchander la vérité. Il parlait peu, mais ses gestes traduisaient la dignité. Lisse le tissu, ordonnait les étals, souriait avec réserve. Sa mère, Adja, cousait. Elle cousait les habits des voisins, les nappes, les draps, mais surtout elle cousait la fierté, avec des points précis, des formules tenaces. Chez eux, la parole tenait comme un fil tortueux. On ne la gaspillait pas. Mariam apprit à marcher entre les caisses du marché en tenant la main de son père.
Elle apprit que la vie avait des saisons comme les fruits. L'été venait avec les vendanges, l'hiver avec la rareté. Elle grandit avec un sens ancien des gestes. Ajouter une pincée de sel, retordre une corde, revenir réparer ce qui s'est défait. Enfant, elle aimait se percher sur le petit muret derrière la maison. Le terrain de Théma était à 2 pas, une parcelle de terre que son grand-père avait laissée, un carré d'herbe et de promesses. Pour elle, cette terre était plus qu'un lopin. C'était une histoire, un avenir possible, un lieu où il se pourrait qu'on bâtisse quelque chose de durable. Elle l'avait vue, cette promesse, à travers les mots du père et les rêves de la mère, comme une réponse à tous leurs efforts. Puis vint Malik, qui arrive presque comme un événement attendu. Il n'était pas de la rue, mais il mesurait ses pas pour plaire. Il avait appris l'art d'entrer sans faire résonner les pierres. Il venait souvent au marché pour affaires. Des revendeurs, semblait-il, toujours en voyage entre la ville et des clients discrets. Sa manière de parler aux femmes était faite d'attention calculée. Un compliment au bon moment. Une anecdote qui semblait personnelle. À Mariam, il raconta l'histoire d'un oncle à Théma, d'un frère à l'étranger, d'un travail qui lui ferait traverser les mers. Il connaissait les noms des tissus, aimait toucher un wax et dire que ça lui rappelait l'odeur de l'enfance. Il donnait littéralement l'impression de connaître la musique du quartier. Leurs premiers mois furent un tressage de gestes simples. Des tapis roulés pour un café, des balades au crépuscule, des promesses qui semblèrent possibles. La promesse de quelqu'un qui sait les mots pour combler les vides. Il parlait de construire, d'aide, de respect. Dans une ville où les opportunités se font rares, sa voix sonnait comme une possibilité. Mariam, qui voulait un homme vrai, pensa qu'elle l'avait trouvé. Être vrai pour elle signifiait partage des tâches, présence, une tendresse qui ne se mesurait pas à l'aune des cadeaux, mais au poids des soins. Malik affichait cela quand on le regardait. Il prit soin d'Adja, comme on prend soin d'une relique. Des courses parfois, des mots polis, une attention qui allégeait les jours. Ibrahima respirait presque de fierté à le voir près de sa fille. C'était un prétendant qui apprenait les gestes du foyer. Pourtant, il y eut des fissures, des minces lignes que l'on croyait décoratives. Quelques textes qui arrivèrent la nuit et qu'il répondait d'un ton qui n'était pas tout à fait amoureux. Des absences annoncées d'un voyage qui ne revenait jamais sans raison. Une fois, il disait qu'il passerait chez Kofi, le notaire, pour régler des papiers en attendant. Il avait parlé de formalités qui semblaient anodines, mais qui, mises bout à bout, formaient un tricot plus dense qu'un simple engagement. Adja remarquait ces choses et les refermait dans son regard. « Tu verras, ma fille, quand on t'offre un monde déjà tracé, il faut se demander à qui profitera la route, » lui dit Adja au petit matin, en la regardant arranger une robe. Les belles paroles achètent bien des sourires, mais elles ne nourrissent pas le sol. Garde la tête, garde ta main. Mariam souriait, parfois avec l'arrogance douce de la jeunesse. Elle croyait que l'amour aurait la force de tout éclairer. Elle voulait croire en un homme qui tienne, non en un calcul. C'était une faiblesse ou une force, selon l'endroit où l'on se place. Elle aimait la manière dont Malik la regardait. Elle aimait la façon dont il connaissait son goût pour le thé à la menthe, comment il se souvenait d'un point particulier dans une phrase de son père, et en faisait un compliment. L'amour, cependant, a souvent l'air d'une logique propre. Les préparatifs du mariage furent un long poème de matière. Wax éclatant, ruban, aiguille, et mains qui se passaient les secrets de couture, comme on se passe la chaux. Adja travaillait par série, tard le soir, tirant des fils sous la lampe, ses doigts experts redonnant forme aux choses. Les voisines venaient, apportaient des doigts de gâteau, des conseils, parfois des mots mesurés. On parlait peu du terrain de Théma. On parlait davantage de la maison, des recettes, des chansons. Le temps passait en poussière fine, et chaque instant se colmatait d'une attente douce. Le miroir fut un espace de tragédie en miniature. La coiffeuse tirait, épinglait, laissait tomber des brins noirs sur l'épaule de Mariam. Les larmes lui montaient parfois, mais jamais devant la foule. Elle descendait derrière la porte, comme on le fit ce soir-là. Elle y revivait des souvenirs.
la voix du père à la tombée du jour, l'odeur du marché, la voix douce de la mère qui, parfois, se mettait à fredonner une chanson en brodant. Ces bribes de vie l'ancraient. Elle lui rappelait un à pourquoi le terrain de Théma importait. Une parcelle, pour eux, n'était pas un titre foncier. C'était le prolongement d'un labeur, le témoignage d'un futur qu'on se promettait. Le marié vint avec un sourire de cinéma, des mains polies, des regards bien placés. Il se présenta devant la famille d'Ibrahima, comme s'il savait mesurer l'honneur. Il prit la main de Mariam, posa une promesse publique. Les paroles furent dites, bénies, approuvées, un échange qui demande courage et pudeur, qui se conclut par un baiser et des applaudissements. La fête suivit son cours, les plats circulèrent, les chansons aussi. À l'extérieur, la rue semblait en liesse. À l'intérieur des murs, pourtant, quelque chose avait commencé à se désagréger. La révélation derrière la porte n'était pas seulement une phrase, c'était un faisceau de petites lumières convergeant en un incendie. Quand Malik avait parlé de Kofi et de documents, la manière dont il avait prononcé Théma laissa transparaître un calcul. Il n'avait pas dit « j'aime », il avait dit « on prend ». La nuance était cruciale. Plus tard dans la nuit, elle s'isola dans la chambre qu'on lui avait préparée. Elle n'y entra pas comme dans un sanctuaire, mais comme dans un conservatoire. Elle posa sa tête sur l'oreiller et laissa affluer la tempête. Son cœur était un tambour qui refusait l'obéissance. Des souvenirs, des détails, toute la relation se revisita dans la clé froide de la trahison. Elle se surprit à relire les gestes de Malik à l'envers, les compliments trop précis, les absences tricotées de justificatifs, la manière de plaisanter d'un air faussement protecteur. C'était comme retrouver un tableau dont on retire subitement un pan coloré pour découvrir l'ébauche au-dessous. La première nuit qui suivit le mariage fut une suite de petites morts et de promesses mortenées. Elle pensa à crier, à tout casser, à mettre à nu le complot sur la place. Mais elle se souvenait d'Adja, qui, autrefois, avait construit leur réserve de dignité en demandant du silence pour mieux frapper ensuite. Non pas frapper par la violence, mais frapper par la patience et la vérité. Cette sagesse, qui pouvait sembler lente, était pour elle une arme. La vengeance, si vengeance devait être, ne prendrait pas la forme d'un scandale public. Elle devait être douce, c'est-à-dire non violente, non humiliante pour la famille, et fatale pour le projet qui menaçait leur terre. Elle dormit mal, avec la conscience d'une torche allumée sous l'eau. La ville, dehors, continua sa respiration. Au marché, les marchands rincèrent les étals, déjà loin du soir. Au matin, elle se leva tôt. Les lueurs d'un nouveau jour éclairaient la nappe. Elle marcha vers la cuisine. Son père, sans rien deviner, posa la boîte contenant l'argent de la semaine. Sa mère, au coin de la table, comme pour recoudre un pan de la vie, prit la main de Mariam et la regarda, longuement, sans poser de questions. Le silence entre elles était plein de consentement. « Tu as entendu quelque chose ?» demanda la mère, enfin, d'une voix qui n'avait rien d'une accusation mais tout d'une offre de secours. Mariam hocha la tête, puis, d'un geste contrôlé, elle répondit « Oui ». Elle sentit ensuite une transformation, subite et froide, la clarté d'un plan qui prenait forme. Elle n'avait pas besoin d'exposer. Elle n'avait pas besoin, tout de suite, d'éclat public. Elle avait besoin d'alliés, de preuves, d'un plan qui tiendrait. Elle avait besoin que la loi, plus que la colère, soit l'arbitre. Comme première étape, elle songea au cousin avocat dont la famille parlait toujours respectueusement. Il connaissait la manière de garder un secret et d'agir selon la lettre. Elle songea au notaire, à Kofi, parce que le nom, murmuré dans l'ombre, se dressait à présent comme le nœud de la manœuvre. Et elle songea, bien sûr, à protéger sa mère, son père, leur honneur. Tout cela exigeait du temps, et la temporalité fut, dès cet instant, son allié. Pour éviter toute scène, elle continua à jouer son rôle. Au marché, elle souriait aux clientes qui venaient chercher un tissu. Chez la couturière, elle plaisantait des nouveaux motifs. Dans la rue, elle acceptait les compliments avec une grâce feinte. Mais derrière ce vernis, il y avait une femme qui comptait ses pas,
qui mesurait ses paroles et qui dressait une cartographie mentale des alliances possibles. Chaque conversation, chaque regard devenait une pièce d'un puzzle qu'elle assemblait avec méthodicité. La vengeance ne serait pas un feu d'artifice, elle serait une série d'actions lentes et précises, comme coudre un vêtement qui doit tenir des années. Les jours qui suivirent furent remplis d'une double vie. La mariée, aimable et occupée. La stratège, attentive et froide. Elle prit rendez-vous avec le cousin avocat, évoquant la nécessité d'une vérification informelle du dossier foncier et de la situation légale du terrain. Elle parla doucement, sans dramatiser, parce qu'exposer la violence aurait pu la rendre aveuglante et contre-productive. Elle demanda qu'on vérifie les actes, qu'on mette en place un dispositif pour empêcher toute vente sans consentement familial, qu'on surveille les mouvements administratifs dans la mairie de Théma et chez le notaire. L'avocat comprit, posa des questions, nota, prit des mesures préliminaires. Les premières démarches étaient faites. Elles avaient la lenteur d'un héritage, mais elles bougeaient, elles prenaient racine. Dans l'intimité, elle fit encore une chose. Elle tint un journal. Pas pour intéresser la postérité, mais pour dompter la douleur et lui donner une consistance. Elle y couchait les mots de la trahison, les petites humiliations. Elle y listait les indices, dates, conversations, noms. Elle y écrivit aussi ce qu'elle souhaitait. Un projet qui rende le terrain utile. Un lieu où des femmes apprendraient un métier, un atelier où la dignité se vendrait au prix du travail. C'était là sa revanche. Non pas détruire la vie d'un homme, mais annuler ses desseins en donnant de l'usage à ce qu'il convoitait. L'attention coulait, sourde. À chaque repas, chaque rituel, elle choisissait la retenue. Les voisins parlèrent du mariage comme d'un succès. Personne ne savait que sous les rires, on ourdissait la fin d'un complot. Cela pesa sur elle, évidemment. Il y eut des nuits d'insomnie, des après-midi où elle s'effondra sur le pas de la porte et regarda le terrain de Théma comme on regarde la mer quand on attend un navire improbable. Il y eut des moments de faiblesse où la colère menaçait de tout ravager. Elle la dompta par l'imagination d'un avenir plus grand que la vengeance simple. Cette première période, faite de petites démarches, de soutien familial discret et d'un travail de fourmi juridique, posa les premières pierres d'une riposte qui respecterait les limites qu'elle s'était imposées, légale, non humiliante, efficace. Elle comprit vite que la justice, pour être utile, exigeait patience et preuve. Elle rassembla donc des éléments qui, mis bout à bout, peindraient le dessin réel derrière les sourires. Un soir, alors que la nuit s'épaississait comme un tissu lourd, Malik parla de nouveau du transfert imminent. Il le fit sans précaution, croyant que la fête avait endormi toute vigilance. Cette fois, Mariam choisit de ne pas laisser le hasard mener la partie. Elle alla trouver son cousin. Elle l'exposa, calme, sans éclat. L'homme de loi prit des notes, releva des faits, parla de temporiser, d'ordonner des injonctions si nécessaire, de contacter le notaire pour s'assurer de l'absence de procuration venant de nulle part. Il parla aussi de délais, d'horloges administratives qui n'obéissent à personne et qui parfois peuvent être un avantage si l'on sait les manipuler intelligemment. Il y avait là une stratégie vieille comme le monde. Ne pas répondre à la violence par la même force, mais l'écraser sous le poids de la loi et de la vérité. Mariam comprit que sa vengeance serait douce, parce qu'elle ne se ferait pas par déchaînement public, et fatale, parce qu'elle anéantirait les desseins de Malik en rendant impossible toute appropriation clandestine du terrain. Elle choisit donc la route la plus difficile, celle qui transforme la douleur en œuvre. Et comme souvent, le monde s'égrena en petites séquences. Un coup de fil discret, une réunion formelle au cabinet, un courrier recommandé envoyé à la mairie. Ces gestes, qui paraissaient insignifiants au premier abord, déposaient en réalité une toile qui, patiemment, étoufferait la tentative de spoliation. La vengeance se préparait ainsi, non pas dans la fureur, mais dans la précision d'un acte légal. La fin de la première semaine après le mariage trouva Mariam debout, au matin, devant la fenêtre qui donnait sur le terrain de Théma. Elle vit les herbes, la ligne du ciel, la promesse d'un lieu à transformer. Sa main se posa sur le cadre de la fenêtre comme pour sentir la chaleur d'un nouveau plan en train de naître. Elle savait que la route serait longue, elle savait aussi que chaque pas compterait.
Elle avait choisi de garder une porte ouverte, non comme une faiblesse, mais comme une invitation. Une porte qui, un jour, deviendrait le seuil d'un centre où la parole ne serait plus vendue, mais donnée. Et c'est là, dans ce calme ébranlé, que le récit bifurque vers la suite des gestes, vers l'enquête discrète, les preuves à rassembler, l'armature légale à monter. Mais avant d'aller plus loin, il faut entendre la manière dont le foyer se tient, regarder la mère qui continue à coudre, le père qui aligne ses caisses de légumes, et sentir, surtout, la présence d'une femme qui a choisi la patience éclairée pour frapper enfin. Les semaines qui suivirent prirent à la forme d'un long tissage, chaque geste mesuré, chaque parole pesée. Mariam ne se laissait plus prendre au vertige des réactions immédiates. Elle avait choisi la patience active, cette patience qui ne dort pas, mais travaille en silence. Le cousin avocat répondit à ses appels avec la retenue de celui qui sait que la parole peut sceller autant qu'un acte juridique. Ils posèrent d'emblée les frontières. Obtenir des preuves, inscrire des actes conservatoires, veiller à ce que rien ne puisse se transférer tant que la question ne serait pas tranchée. « Rassemble tout ce que tu as », dit-il la première fois, assis dans l'ombre du petit bureau où une carte de la ville pendait au mur. « Message, rendez-vous, témoin. Et ne dis rien à Malik de nos démarches. Le moindre bruit pourrait accélérer une signature que l'on n'a pas le temps d'annuler. » Elle chercha les preuves comme on cuisine un plat long en étapes. Le téléphone de Malik devint un champ d'investigation. Elle nota la cadence des appels, recopia des extraits de messages, conserva les petits détails qui, isolés, ne signifiaient rien, et, mis bout à bout, dessinaient une intention. Elle prit des photos discrètes de documents qu'on croyait clos. Elle écrivit des comptes rendus, jour par jour, avec l'exigence d'une secrétaire et la douleur d'une amoureuse trahie. Le carnet qu'elle tenait devint un allié silencieux. Il contenait non des rancunes, mais des dates, des noms, des faits. Il y eut des visites au bureau du notaire. Mariam ne s'y rendit pas la première fois. C'était l'avocat qui alla, avec la politesse des professionnels et la détermination de celui qui plante des jalons. Kofi, le notaire, accueillit d'abord les questions comme on écoute une pluie de remarques. Les actes étaient censés être en ordre, dit-il, et il n'y avait rien à craindre si tout était signé correctement. L'homme parlait avec cette assurance feutrée des gens qui manient des papiers pour en faire des certitudes. Pourtant, quand la suite des vérifications s'étendit, des zones d'ombre apparurent. Une procuration avait été évoquée dans des conversations. Des rendez-vous administratifs avaient été planifiés à des heures creuses. Des mentions dans des courriels laissaient entendre que l'on cherchait à sécuriser la parcelle avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Loin d'être une preuve définitive, ces éléments servaient à montrer la direction d'une volonté. L'avocat rédigea des demandes formelles, notification à la mairie, demande d'extrait du registre foncier, requête au notaire pour toute pièce relative au dossier. Chaque réponse administrative mettait de l'air entre la tentative et l'exécution. 3 semaines après le mariage, un courrier recommandé arriva à la maison. Mariam sentit une boule se former dans sa gorge en lisant la lettre, mais ce n'était pas une nouvelle d'un seul côté. C'était une injonction qui glaçait toute possibilité de transfert. L'avocat avait obtenu des mesures conservatoires. Tant que l'affaire ne serait pas examinée, aucune mutation ne pourrait être enregistrée. C'était un objet froid, mais salvateur. Une barrière juridique posée face au projet de Malik. Les jours de procédure avaient la lenteur d'un pain qui pousse. On courait d'un bureau à l'autre, on suivait des heures d'attente, on déposait des dossiers, on prenait des rendez-vous. Il y eut des audiences, de petites comparutions où chacun proféra sa version en phrases mesurées. Mariam se tenait toujours à distance des envolées, préférant laisser l'avocat parler. Mais dans les interstices, les conversations familiales restaient essentielles. Ibrahima travaillait comme auparavant, triant ses légumes, parlant peu, mais soutenant. Adja continuait de coudre, la main ferme, et ses paroles étaient des consignes de vie. Nous avons nos racines, ma fille. On ne les arrache pas. Elle lui parlait comme on parle à une rivière qui doit retrouver son cours. Il y eut des moments de faiblesse. Parfois, Mariam se réveillait au milieu de la nuit, la bouche sèche, le souvenir de la voix de Malik revenant comme un film mal découpé. Elle se surprenait à relire ses carnets en espérant y trouver un remède.
D'autres fois, elle trompait sa fatigue en allant au marché, en touchant les tissus, en retrouvant les gestes qui avaient dessiné son enfance. Ces gestes la reconnectaient à une force qui n'était pas seulement juridique, mais profondément ancrée. Malik, pendant ce temps, ne resta pas inactif. Il sentit bientôt que la partie glissait. L'homme qui avait tout prévu perdit le spectre de la surprise. Il commença par la colère basse, ces sourires secs sur le visage des gens qu'on croit encore puissants, mais qui sentent le sol bouger. Il tenta des pressions, un appel insinuant à Kofi, une promesse faite à un intermédiaire, des paroles destinées à semer le doute. Mais la protection juridique tissée autour de la parcelle rendait désormais ses mouvements plus lourds. Il perdit des amis qui craignirent l'odeur d'un scandale. Certains des compagnons qui avaient soufflé à son oreille cherchèrent à se dérober. L'effet n'était pas jubilatoire, la vengeance ne l'était jamais, mais il y eut une satisfaction froide, celle de voir échouer un plan ourdi contre la dignité d'une famille. Le moment décisif vint quelques mois plus tard, un soir où l'on attendait la signature finale que Malik croyait inévitable. Il demanda formellement à Mariam de signer des documents que l'on lui présenta comme « formalité administrative ». Il eut le ton tranquille d'un homme sûr que le jeu est presque gagné. Elle prit les feuilles, les parcourut d'un regard distant, puis leva les yeux. « Je n'ai pas signé parce que je ne signerai pas », dit-elle d'une voix où l'on sentait la fatigue, mais aussi la résolution. La pièce semblait rétrécir autour des mots. Malik sourit d'un air qui se croyait encore capable de changer la donne. « Tu as entendu quoi, exactement ?» demanda-t-il, comme si la vérité pouvait être confisquée par une question. Elle posa sur la table les écrits accumulés, extraits de messages, dates, notes, échanges qui formaient désormais une trame indéniable. Elle ne cria pas, elle n'attaqua pas sur le plan moral. Elle exposa, froide et précise, ce que son avocat avait monté. La plainte, les pièces, la demande de vérification des actes. Elle en vint au divorce avec la même mesure, calme. J'ai entendu, j'ai rassemblé, et j'ai choisi la loi plutôt que le scandale. Je veux le divorce. Le silence qui suivit fut d'un poids inédit. Malik chercha la moquerie, puis trouva la stupeur, puis la colère, puis le dédain. Mais chaque émotion qu'il laissa paraître ne fut plus que la réaction d'un homme devant l'inéluctable. Les mots de Mariam n'étaient pas des coups, ils étaient des constats. Et le constat devenait, peu à peu, un acte. La procédure de divorce suivit son cours, lente et méthodique. Le juge étudia les preuves. Le notaire fut appelé à rendre compte de ses communications et de ses actes. Les agents administratifs examinèrent les demandes de mutation. Au tribunal, les plaidoiries n'étaient pas des spectacles destinés à humilier, mais des instruments de vérité. L'avocat de Mariam travailla avec la ténacité d'un homme qui connaît la vie et ses obligations. Il demanda la protection des biens familiaux et la nullité de toute démarche entreprise sans consentement éclairé. Lorsque l'affaire du terrain fut tranchée, et cela prit des mois, comme le veut la raison des lois, la décision fut claire. Aucune mutation ne pouvait être validée tant que la famille n'avait pas donné son accord et qu'aucune preuve d'une quelconque cession consentie n'avait été apportée. Kofi, mis devant ces contradictions, reconnut des maladresses et, sous la pression, fit marche arrière. Il n'y eut pas de spectacle vengeur. Il y eut une application de la règle qui protégeait ceux qui n'avaient pas la force ou la ruse pour se défendre seuls. Malik quitta la maison familiale dans la discrétion, son départ étant plus un effacement qu'un exil héroïque. Il perdit l'illusion d'une terre promise et beaucoup des relations qui avaient servi son dessein. On pouvait compatir à la fin d'un homme dont l'avidité avait mangé ses choix. On pouvait aussi constater qu'il n'était plus un danger immédiat. C'était déjà une victoire, mais pour Mariam, elle n'était qu'un jalon. Elle avait empêché la spoliation. Maintenant s'ouvrait devant elle la question de la transformation. Que faire de la parcelle de Théma, désormais protégée mais exposée aux rêves? La réponse qu'elle porta n'était pas une revanche de courtisane, mais la réalisation d'un projet qui rendrait toute tentative de spoliation inutile. Si la terre appartenait à la communauté, si elle servait à former, à produire, à guérir les vies, qui viendrait la voler pour un gain personnel? La meilleure façon de rendre un plan de dévoiement vain, pensa-t-elle, était d'y opposer une utilité publique indéniable. C'est ainsi qu'elle commença à imaginer un centre de formation.
Elle en parla à Hadja d'abord, comme on confie la semence la plus précieuse. La mère, qui avait toujours brodé fierté et travail, pleura un peu à l'idée que la terre prenne enfin la forme d'un présent utile. « On va y apprendre des métiers, » dit-elle, comme si chaque mot humectait la terre. « On va apprendre à coudre des robes qui parlent, à tricoter des filets pour la mère, à donner des mains un futur. » Elle mobilisa autour d'elle les femmes du quartier. Beaucoup avaient des compétences ignorées, la connaissance des tissus, le sens du commerce, l'art des coupes. Elles avaient parfois abandonné l'idée de travailler ensemble par manque de structure. Mariam proposa un atelier, un lieu où l'on apprendrait mais aussi où l'on construirait un fonds commun. Elle prit des notes, écrivit des projets, consulta des associations, prépara des dossiers pour des financements. Elle apprit les mots des subventions, la manière de structurer une coopérative, comment rédiger des statuts qui protègent le bien collectif. Là encore, la patience fut son arme. Telle une couturière qui assemble pièce après pièce, elle reconstitua un tissu économique et social. Le bureau de l'association naissante fut d'abord une pièce modeste de la maison, puis un coin du terrain. Les machines à coudre arrivèrent en prêt, puis en donation. Des dames du quartier vinrent prêter leurs mains pour enseigner, échanger des recettes de patronage et des astuces. Elles formèrent une petite troupe d'artisans et d'apprenantes. Des enfants vinrent parfois, curieux, regardant le monde des adultes se reconfigurer autour d'un métier. La coopérative prit un nom simple, la Maison de Théma. Le nom sonnait comme une promesse et un rappel. La terre était désormais un foyer, pas une monnaie. C'est dans ces jours de construction qu'apparut Mamadou. Il n'était pas un héros de roman. Il venait de la commune voisine, travaillant pour une ONG locale qui soutenait des projets de développement. Il avait ce calme des hommes qui ont choisi d'écouter avant de dire. Leur première rencontre eut lieu sur le terrain, un samedi, quand il poussa la grille pour se renseigner sur les travaux. Il rapporta des idées, des contacts, de petits financements possibles. Il parlait de récupération d'eau, d'irrigation moderne, d'un atelier durable. Il avait aussi la manière de regarder les gens comme s'ils cherchaient à comprendre leur histoire avant d'y ajouter la sienne. Ils travaillèrent ensemble, d'abord comme deux personnes qui partagent une mission. Il lui montra des plans, des possibilités. Elle organisait les réunions. Ils firent des visites chez des partenaires, cherchèrent du matériel, montèrent des dossiers pour des microcrédits. Il y eut des repas partagés, des discussions tardives autour des listes de fournitures et des rires qui vinrent adoucir la fatigue. Mamadou ne cherchait pas à remplacer la blessure. Il proposait une présence qui, petit à petit, se fit soin. Quand Mariam doutait, il lui donnait des chiffres. Quand il doutait, elle lui redonnait une image, celle d'un seuil ouvert. Leur lien se tissa dans le concret. Réparer un mur, résister à une pluie, convaincre un bailleur d'investir. Il y eut des moments simples mais lourds de sens. La première assemblée générale de l'association, où des femmes prirent la parole pour la première fois et décidèrent ensemble du tarif des ateliers. La première commande pour des uniformes scolaires passée par une école voisine. La création d'un petit fonds de solidarité pour les stagiaires enceintes ou malades. Chaque acte était une pierre, placée au-dessus du projet de Malik. Une pierre qui montrait que la parcelle servait à quelque chose d'inattaquable. La transformation n'évita pas les difficultés. Les démarches administratives étaient longues. Un dossier pour une subvention locale prit des mois à être instruit. Il y eut des retards de fournisseurs, des machines cassées, des comptes à tenir serrés. La coopérative connut des frictions internes, des querelles sur la répartition des bénéfices, des jalousies, des égos, la nécessité d'apprendre à gérer les conflits. Mariam dut apprendre, elle aussi, à déléguer et à écouter. Elle fit confiance à des personnes qui, d'abord hésitantes, prirent leur place. Hadja devint la présidente d'honneur, souriant avec une gravité qui faisait taire les peurs. La communauté répondit. Les voisines qui autrefois se contentèrent d'un autre destin virent une possibilité nouvelle. Des adolescentes vinrent apprendre la coupe. Des mères cherchèrent un revenu complémentaire. Des hommes, au début sceptiques, assistèrent à une réunion où l'on parla d'emploi local et de fierté partagée. La maison de Théma devint petit à petit un point d'attache, un lieu où l'on allait pour apprendre et pour se raconter autrement.
Mamadou et Mariam virent leur relation évoluer dans une pudeur respectueuse. Il y eut des gestes qui parlaient plus que des promesses. Il ramena un sac de riz quand la coopérative eut un passage à vide. Elle accepta d'aller boire du thé dans un petit café où ils parlaient de projets pour d'autres villages. Ils ne précipitèrent rien. Leur histoire se fit à la cadence d'un métier bien appris. Point après point. Quand, au bout de 2 ans, ils se tinrent la main pour organiser la première grande fête du centre, il n'y avait pas de besoin de déclarations tonitruantes. Il y avait la confiance devenue solide, comme un tissu qui tient. Pendant tout ce temps, Malik demeura en marge des événements. Il erra un moment, apparemment sans direction réelle. Ses tentatives pour récupérer quelque chose du monde qu'il avait cherché à instrumentaliser échouèrent par défaut d'appui. Quelques personnes gardèrent pour lui un mélange de pitié et de ressentiment. On entendit parfois son nom dans des conversations de marché, mais la rumeur qui l'entourait n'avait plus de prise réelle. La défaite de Malik n'était pas une démonstration humiliante. C'était une réduction du pouvoir que lui accordait sa propre ambition. Le plus grand effet sournois de la stratégie de Mariam fut peut-être de l'avoir désarmé sans l'écraser publiquement. L'homme perdit ce qu'il voulait sans que la communauté ait besoin de le clouer au pilori. L'année qui suivit, la maison de Théma trouva sa première stabilité. Les formations eurent des sessions régulières. Des petites entreprises locales commencèrent à commander des textiles produits sur le site. Une bourse permit à quelques stagiaires de poursuivre des études plus longues. Une mère, qui avait appris la coupe, ouvrit un petit comptoir où elle vendait des tenues confectionnées par les apprentis. Le terrain, jadis pris dans les regards de Malik, résonnait désormais des voix de celles qui l'habitaient pour construire un avenir. La revanche, douce et fatale, avait pris la forme d'un don retourné à la communauté. En anéantissant la possibilité de privatiser la parcelle à des fins personnelles, Mariam avait rendu la terre invendable à l'avidité, parce qu'elle était désormais un bien qui portait du sens. Le jour de l'inauguration ne ressemblait à aucune autre fête. C'était une matinée claire, la chaleur déjà présente, mais douce. Les lampions de la première cérémonie avaient tout laissé la place à des bannières, où l'on lisait le nom du centre. Les voix ne chantaient pas d'un bonheur triomphal. Elles chantèrent d'une reconnaissance partagée. Ibrahima était là, un peu fier, les mains tout en callosité, regardant les jeunes femmes qui arrivaient en rang. Adja, plus émue que jamais, avait cousu une étole pour la cérémonie qu'elle posa sur l'épaule de sa fille au moment du discours. Mariam se tenait devant la porte désormais rénovée du centre. Les adultes, les enfants, des représentants d'ONG et quelques élus locaux formaient un cercle. Elle prit la parole, mais ce ne fut pas une déclaration de conquête. Ce fut un récit, sobre, de ce qui s'était passé. La trahison, la décision, la bataille juridique, l'effort collectif. Elle parla de douleur, de nuits blanches, mais aussi de la manière dont chaque femme avait apporté un fil. Nous nous sommes rassemblés parce que nous voulions que ce lieu serve à quelque chose de plus grand que nous, dit-elle. Nous avons fait le choix de transformer la trahison en raison d'être. On applaudit, non avec ostentation, mais avec joie. Les visages rayonnaient, certains pleuraient. Adja passa son bras autour du cou de sa fille et, dans un souffle, dit simplement « Tu es ma fierté ». Ces mots, prononcés à voix basse, valaient tous les discours. Après le discours, ils coupèrent le ruban. Le ruban tomba, et la porte s'ouvrit sur l'atelier. Des machines à coudre alignées, un coin de bibliothèque avec des manuels de patronage, une salle pour des réunions et une autre pour l'accueil des enfants. Le bruit des aiguilles résonna comme une musique de renaissance. Les premières bénéficiaires firent une ronde, et la maison prit l'allure d'un foyer qui travaille. Les enfants coururent, les tasses de thé se passèrent, et dans l'air, on sentait l'odeur du wax, du café et du pain tout chaud. Les mêmes odeurs qui avaient accompagné Mariam depuis son enfance, mais maintenant transformées en une promesse tangible. Mamadou la regarda, avec cette tendresse faite d'admiration et de partage. Il y eut, ce jour-là, un petit silence entre eux, un silence qui valait un pacte. Continuer, ensemble, sans précipitation, avec respect pour les blessures d'hier. Ils se prirent la main, et la main de Mariam devint un geste d'alliance, pas seulement d'amour.
La revanche que l'on avait tant attendue s'était accomplie d'une manière qu'on aurait pu appeler douce, parce qu'elle édifiait plutôt que de détruire, et fatale, parce qu'elle anéantissait définitivement le projet qui avait visé à détourner la parcelle pour un profit privé. Malik n'était plus le centre de l'histoire. Il n'était qu'un épisode duquel naquit une œuvre collective. Les habitants de Théma avaient gagné un lieu d'apprentissage, de travail, de dignité. L'épilogue de cette histoire ne fut pas un tableau immobile, mais une vie qui se poursuivait. Il y eut des années de travail, des succès petits et grands, des élèves qui repartirent avec un métier et la possibilité d'un salaire. Certains bénéficièrent de micro-prêts pour lancer une activité. D'autres, plus tard, mirent leurs enfants à l'école grâce au gain d'une première petite commande. La maison de Théma devint une adresse connue, non pour un drame, mais pour ce qu'elle faisait. Donner des compétences à ceux qui en avaient besoin. L'image finale que l'on garde est simple, et pourtant pleine de sens. Mariam, un après-midi, appuyée contre la porte du centre, regardant le soleil descendre sur la parcelle maintenant cultivée d'un jardin communautaire. Les enfants jouent entre les allées, des femmes discutent près de la palissade, au loin, le marché bruisse, fidèle. La porte est grande ouverte, non comme un piège, mais comme un seuil. Une brise légère soulève les tissus et les rires, et Mariam sourit. Une expression qui n'est plus que la façade d'un bonheur volé, mais le résultat d'un long travail de cicatrisation et de reconquête. Elle repense parfois à la phrase entendue derrière la porte, comme à une pierre qui avait failli tout briser. Elle sait maintenant qu'une phrase peut être très dangereuse lorsqu'elle est sortie dans l'ombre, mais qu'une réponse mesurée, construite sur la loi, la solidarité et l'effort collectif, a une puissance plus durable. Sa vengeance fut douce parce qu'elle n'a pas cherché à humilier. Elle fut fatale parce qu'elle a rendu le projet de l'autre obsolète, en dépassant la logique de la privation par celle du partage. Quand la nuit tombe sur Théma et que l'on voit les silhouettes s'éloigner, on perçoit la maison d'ocre, sa véranda, les lampions de petite fête, les tissus séchant au vent. On comprend que la victoire ne se mesure pas seulement par la chute d'un plan, mais par la manière dont les gens reprennent leur vie et y insufflent une nouvelle dignité. La porte qui avait jadis été un élément de trahison est devenue, désormais, un symbole. Elle n'écarte plus, elle accueille. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits où la patience, la loi et la solidarité transforment les blessures en force.